Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration d'un appareil emblématique qui a vraiment marqué l'aviation de combat française, le Dassault Mirage 2000. Bonjour. À l'avion fascinant en effet. On va essayer de décortiquer ensemble son histoire, ses innovations, son parcours. On s'appuie pour ça sur pas mal de documents, des analyses historiques, des fiches techniques assez pointues et même le retour d'un expert qui a bien connu la machine. Oui, des sources variées pour essayer de brosser un portrait complet. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi cet avion, qui est né, on va le voir, d'un pari un peu fou, est devenu une référence. Pourquoi il est si important. Tout à fait. Alors, plongeons dans l'histoire de cet appareil. Fin des années 70, on est dans une période où l'armée de l'air française, elle commence à voir ses Mirage 3 et ses Mirage F1 vieillir un peu. C'est ça. Le besoin d'un successeur devient pressant. Et il faut rappeler le contexte technique. Le Mirage 3, c'était l'âge d'or de l'aile delta pure. Hyper performant en vitesse, mais Oui. avec ce fameux problème des vitesses d'atterrissage très élevées. On parle de presque 200 nœuds, quoi. Ah oui, quand même. Ça compliquait les choses sur les pistes, j'imagine. Exactement. Moins de pistes utilisables, des approches plus délicates. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé Dassault à explorer les lance-flèches plus classiques pour le Mirage F1, justement pour améliorer ses basses vitesses. D'accord. Mais cette époque, c'est aussi un peu la course aux gros avions, non? Si on regarde les projets, GG, G4, G8, l'ACF, on visait des machines énormes, complexes. Oui, la géométrie variable fascinait beaucoup à l'époque. C'était la mode des avions lourds, très technologiques. L'ACF, l'avion de combat futur, c'était un biréacteur à aile fixe, mais issu de ses études. On approchait les 30 tonnes. Énorme. Et forcément, très cher, trop complexe, au point qu'en 1976, l'État a dit stop. Arrêt brutal du programme ACF. Le prototype, il est parti direct à la ferraille, sans jamais voler. Une sacrée claque quand même. Et c'est là que Dassault sort son joker. On peut dire ça comme ça. Marcel Dassault, probablement visionnaire ou prudent, avait anticipé le coup. Il avait lancé en parallèle et sur fonds propres, ce qui est important. Ah oui, c'était une prise de risque. Une grosse prise de risque, oui. Il lance le projet Delta 2000. Le nom est clair, on revient au Delta. Mais attention, à Delta réinventé. Fini le gigantisme, on vise un chasseur monomoteur, plus compact, léger, agile, une philosophie différente. D'accord, alors arrêtons-nous une seconde. Revenir au Delta, après les soucis du Mirage 3 et l'expérience de l'aile en flèche du F1. Ça a dû surprendre, non? Comment ils ont fait pour que ça marche cette fois, surtout pour les basses vitesses? C'est la question clé. Et la réponse tient en 4 lettres magiques pour l'aéronautique. CDVE. Les commandes de vol électrique? Le fly-by-wire? Exactement. C'est ça, la rupture technologique fondamentale. Sans les CDVE, pas de Mirage 2000 tel qu'on le connaît. Expliquez-nous un peu pourquoi c'est si révolutionnaire. Avant, un avion, surtout un Delta, devait être stable aérodynamiquement. Si on lâche le manche, il revient tout seul à plat, en gros. D'accord. Avec les CDVE, on a pu faire l'inverse. Concevoir un avion volontairement instable. Ce n'est plus le pilote qui gère la stabilité directement avec des câbles, c'est un ordinateur. Il interprète les ordres du pilote et fait bouger les gouvernes des milliers de fois par seconde pour garder l'avion là où le pilote veut qu'il aille. Et cette instabilité, contrôlée, c'est ça qui donne la supermaniabilité? C'est exactement ça. Un avion instable, il veut partir dans tous les sens. Donc dès que le pilote donne une impulsion, il réagit au quart de tour. Fini l'inertie de la stabilité naturelle. Ça donne une agilité incroyable. L'avion devient presque une extension de la pensée du pilote. C'est fascinant. Et le vrai coup de génie, c'est que les CDVE ont aussi résolu le problème numéro 1 du Delta T, l'atterrissage. Grâce à cette gestion ultra fine des gouvernes, les becs de bord d'attaque, les ailerons par l'ordinateur, on a pu optimiser l'aile pour les basses vitesses comme jamais auparavant. Résultat, on est passé d'environ 200 nœuds sur le Mirage 3 à près de 160 nœuds sur le 2000. Ça change tout. Ça rendait le Delta viable pour un usage opérationnel moderne et plus souple. Donc, non seulement plus maniable, mais en plus, on gomme le principal défaut historique du Delta. Carrément. Et j'imagine que ça a eu d'autres avantages. Ah oui, un effet domino. Fini les grosses tringleries mécaniques, les guignols, tout ce système lourd et complexe qui traversait l'avion. On passe à des fils électriques. C'est plus léger, plus simple à intégrer, plus facile pour la maintenance et moins vulnérable aux impacts. Logique. Ça a aussi permis d'utiliser plus de matériaux composites dans la structure, encore un gain de poids, donc plus d'agilité, de
meilleure performance. Et puis bien sûr, il y avait le moteur Snecma M53, un nouveau réacteur puissant, et le radar RDI Doppler de Thomson CSF, très performant pour l'époque en RR. C'est intéressant de voir comment une seule techno, les CDVE, a permis de revisiter complètement une formule, l'aile delta, qu'on pensait peut-être un peu dépassée pour certains aspects. C'est tout à fait ça. Ça a ouvert un nouveau chapitre. D'ailleurs, petite anecdote. Aux États-Unis, au même moment, les concepteurs du F-16, qui utilisaient aussi les CDVE, Oui. eh bien, ils avaient écarté l'aile delta, justement à cause de cette mauvaise réputation sur les vitesses d'atterrissage. Ils n'avaient peut-être pas vu tout de suite que les CDVE changeaient radicalement la donne pour le delta, un potentiel que Dassault a su exploiter à fond. Parlons un peu de la philosophie de conception. Une de nos sources mentionne un terme un peu particulier chez Dassault, ALOS. Ça veut dire quoi exactement ? ALOS, c'est un peu l'idée que l'avion est tellement optimisé qu'on ne peut rien en enlever. Chaque pièce, chaque système est essentiel à sa juste place. C'est la recherche de la performance par la simplicité intelligente, si on veut. Pas de gras, quoi. Voilà, robuste, simple à maintenir, et avec la sécurité du pilote comme priorité absolue. C'est très ancré dans la culture Dassault, et ça se voit dans les choix techniques. Prenez le moteur, le M53. Oui. Il venait des études de l'ACF, qui visait très haut, Mach 2,5. Pour le Mirage 2000, on l'a adapté. L'objectif, c'était l'interception rapide, pouvoir tirer le missile Super 530B à Mach 2,2 et une bonne patate pour le combattre au noyant. Et il a cette particularité, d'après ce que j'ai lu, d'avoir un taux de compression assez bas. C'est ça ? Oui, c'est exact. Comparé à d'autres moteurs de l'époque, l'avantage, c'est une certaine simplicité mécanique, moins de pièces mobiles complexes et une meilleure tolérance à l'ingestion d'objets ou d'oiseaux, par exemple. D'accord. L'inconvénient, c'est qu'il consomme un peu plus à basse vitesse, en subsonique. Par contre, à haute vitesse et haute altitude, là où l'entrée d'air fait déjà une partie de la compression, il devient très efficace. Et puis, il était conçu pour être facile à maintenir. On le sortait par l'arrière sur un chariot, sans démonter la moitié de l'avion. Un gain de temps énorme pour les mécanos. Pratique. Côté héros, on remarque qu'il n'a pas de plan canard, contrairement au Rafale plus tard. Il a juste ses petites moustaches sur les entrées d'air, les aigrettes. Pourquoi ce choix plus simple ? Pour cette génération, avec les CDVE, qui géraient déjà très bien l'instabilité et la portance, les aigrettes suffisaient. Leur boulot, c'est de créer des petits tourbillons contrôlés, des vortex, qui vont recoller l'air sur l'aile quand l'avion tire fort dans les virages, à haute incidence. Ça améliore le contrôle. D'accord. Ajouter des canards mobiles, ça aurait été plus complexe, mécaniquement et au niveau du logiciel des commandes de vol. Pour un gain qui n'a peut-être pas été jugé essentiel à ce moment-là. C'était un bon compromis performance-coût-complexité. Très à l'os, justement. Le rapport qualité-prix était imbattable. Un autre point souvent cité pour sa simplicité et sa robustesse, c'est le train d'atterrissage. Ah oui, le train du 2000, il est remarquablement simple et costaud. Et sa forme, sa géométrie, elle découle directement d'une contrainte majeure. Pouvoir embarquer le missile nucléaire ASMP sous le ventre de l'avion. Ah, d'accord, c'est lié. Directement. La façon dont le train principal se replie dans l'aile, la forme des trappes, tout a été pensé pour laisser la place à ce gros missile stratégique. C'est une idée qui vient d'ailleurs des études de l'ACF, qui avait déjà ce principe de train simple. Une roue par jambe, se logeant dans l'aile. Il y a même un petit surnom amusant qui circule sur ce train. Oui, les roulements au bout de l'axe de pivot du train principal, on les appelle les cornichons en interne. Paraît que c'est une question piège dans les écoles de mécasse. D'accord. Et ce train simple, ça contraste pas mal avec la complexité de certains autres avions, comme l'Eurofighter par exemple, où le train fait toute une gymnastique pour rentrer. Mais cette simplicité du train liée à l'ASMP, ça a eu une conséquence sur les emports sous les ailes, non ? Oui, c'est un peu le revers de la médaille. À cause de la position du train et de comment il se range, on n'a que 3 points d'emport lourds. Un sous le fuselage et un sous chaque aile. Plus 2 points légers en bout d'aile pour les missiles RR type Magic 2 ou Mika plus tard. C'est moins que certains concurrents potentiellement. C'est vrai, mais attention, ces 3 points lourds sont hyper solides. Chacun peut porter jusqu'à 2 tonnes et encaisser des facteurs de change importants, ce qui est vital en combat. Et ça a mené à une astuce pour les gros bidons de kérosène de 2000 litres. Exactement. L'aile delta est assez basse sur le fuselage, du coup pas assez de place sous l'aile pour un pylône éjecteur classique plus un bidon aussi gros. La solution, mettre le système d'éjection, la cartouche pyrotechnique, dans le bidon lui-même. Ah, ingénieux. Oui. Quand le pilote largue, c'est le bidon qui contient la charge qui le pousse loin de l'avion pour éviter une collision. Ça rend ces bidons un peu plus complexes et donc plus chers, mais c'était le moyen d'avoir une grosse capacité d'emport carburant pour allonger le rayon d'action.
C'est là qu'on voit bien comment tout est lié. La mission nucléaire influence le train qui limite un peu les points sous les ailes, ce qui oblige à inventer un truc pour les gros bidons. C'est vraiment l'esprit à l'os, comme vous disiez. Tout à fait. Et malgré cette limitation apparente du nombre de points, il faut insister sur la polyvalence incroyable de cet avion. Il a vraiment été pensé multi-rôle dès le départ. Interception, supériorité aérienne avec ses canons, ses missiles Super 530, Magic 2, puis les Mika. Attaque au sol précise avec des bombes guidées laser ou GPS sur le Mirage 2000D. Reconnaissance. Et bien sûr, la dissuasion nucléaire avec le 2000N et la SMP. Son surnom de couteau suisse volant, il ne l'a pas volé. Et cette polyvalence, elle a été testée sur le terrain dans de nombreuses opérations. Oh que oui. Depuis les années 80, il a été de toutes les campagnes importantes de l'armée de l'air. Golfe, Bosnie, Kosovo, Afghanistan, Libye, Sahel. Sa robustesse, la facilité de maintenance du moteur M53, sa capacité à switcher d'une mission RR à une mission air-sol, c'était de gros atouts. Oui. Par exemple, en Bosnie, il pouvait faire la police du ciel avec ses missiles EN et, dans la même mission ou presque, aller larguer une bombe guidée. Cette flexibilité était précieuse. Sa longévité, plus de 40 ans, prouve bien la qualité de la conception initiale. Et pour s'adapter au fil du temps, différentes versions ont vu le jour. On peut peut-être les passer en revue rapidement ? Oui, on a les grandes familles. Le 2000C, le chasseur monoplace de base pour l'interception. Le 2000B, le biplace pour l'entraînement. D'accord. Ensuite, les biplaces spécialisés. Le 2000N pour le nucléaire, avec un navigateur officier système d'armes, le NOSA, en place arrière pour gérer la SMP et la navigation très basse altitude. Et le 2000D, dérivé du N, mais optimisé pour l'attaque au sol tout temps, avec les pods laser et les bombes de précision. Et il y a eu des modernisations plus tard, surtout pour l'export, c'est ça ? Oui, la grosse étape, c'est le standard Mirage 2005. Nouveau cockpit avec écran, mais surtout nouveau radar, le RDI de Thomson CSF, capable de suivre plusieurs cibles en même temps et de guider les missiles Mika. Ah oui, les Mika, très importants. Très polyvalent, radar ou infrarouge. Le 2005 pouvait en emporter jusqu'à 6, 4 sous le ventre, 2 sous les ailes. Et puis, il y a eu le Mirage 2009, une version très poussée pour les Émirats Arabes Unis, avec des capacités air-sol encore accrues, intégrant des briques techno du Rafale. On l'a parfois appelé le mini Rafale monomoteur. Et cette capacité à évoluer, ça a payé à l'exportation. Ce n'est pas qu'un succès français, le Mirage 2000. Ah non, loin de là. Un succès commercial majeur pour Dassault. Sur environ 600 avions produits, l'armée de l'air française en a eu 315. Mais 286 ont été exportés. 8 pays clients. Égypte, Inde, Pérou, Grèce, Émirats, Qatar, Taïwan, Brésil. C'est énorme. C'est un très beau succès. Ça a assis la réputation de Dassault dans le monde et, économiquement, ça a été crucial pour aider à financer le développement du Rafale ensuite. Aujourd'hui, quel est l'héritage de cet avion ? Bon, on sait qu'il est remplacé petit à petit par le Rafale en France, Oui, progressivement. mais il vole toujours. Mais il fait encore la police du ciel, la permanence opérationnelle. Il sert à la formation des pilotes de chasse. Son héritage technique est immense, non ? Premier avion de combat européen de série, avec les CDV. Absolument. Il a validé cette technologie en conditions réelles, difficiles. Et il a vraiment incarné cette philosophie d'assaut, performance par la simplicité et l'efficacité, après l'échec des projets trop complexes comme l'ACF. Une sorte de retour aux sources réussi. Exactement. Et il faut vraiment souligner à quel point l'expérience du 2000 a été fondatrice pour le Rafale. Les leçons sur les CDVE, l'intégration des systèmes, l'ergonomie du cockpit. Même des choix comme le train d'atterrissage simple, hérité de l'ACF et validé sur le 2000, tout ça a directement profité au Rafale. Le 2000, c'était vraiment le pont technologique entre deux générations. Et si on prend un peu de hauteur, l'histoire du Mirage 2000, c'est vraiment l'histoire de la capacité de Dassault à rebondir après un gros coup dur comme l'annulation de l'ACF. Plutôt que s'entêter, ils ont su pivoter, revenir à leur force, l'aérodelta, l'intégration, et miser sur une innovation clé, les CDVE, pour proposer une solution plus réaliste, agile et au final ultra performante. C'est une belle leçon d'ingénierie et de stratégie. Si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on a vu ce retour gagnant de l'aile Delta grâce aux commandes de vol électriques qui ont dépassé ses limites historiques. On a vu sa polyvalence impressionnante, issue d'une conception misant sur la simplicité et la robustesse, même avec la contrainte du nucléaire. C'est ça. On a rappelé son succès à l'export, essentiel pour Dassault, et son rôle de pionnier pour le Rafale. Un précurseur direct, oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Que le Mirage 2000, c'est pas juste un bon avion. C'est un jalon technologique, un succès industriel pour la France, et la preuve qu'un pari audacieux, basé sur une innovation bien ciblée et une conception rigoureuse,
ça peut transformer un échec en succès durable. Très bien résumé. Et pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion inspirée par cette histoire. Le Mirage 2000 nous montre bien comment une contrainte technique, comme l'atterrissage du Delta, ou budgétaire, comme l'arrêt de l'ACF, peut devenir un moteur d'innovation incroyable. C'est vrai. Ça nous amène à nous demander quelles sont les contraintes d'aujourd'hui. Le coût énorme du développement, les questions environnementales, l'IA, la furtivité. Est-ce que ce sont ces défis actuels qui vont forcer les prochaines grandes ruptures et les prochaines révolutions dans l'aéronautique ? La réponse est peut-être là, dans ces nouvelles contraintes.